Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale. Un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Muscler son organisation autour de la gouvernance, de la donnée et de la durabilité. Nathalie Wright, administratrice indépendante au board d'Amundi. Premièrement, Amundi, parmi ses pairs, a vraiment investi le sujet. Ils ont un plan C on Climate qui d'ailleurs est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale. Donc c'est ce qui est très avancé par rapport à la plupart des organisations de ce type et qui suppose de regarder parmi les critères qui apprécient la performance de l'entreprise actuelle et future, les éléments liés à ESG. Et moi, il y a notamment un des indicateurs qui est dans leur plan C on Climate que je trouve très intéressant, c'est leur engagement d'accompagner 1000 entreprises par an pour qu'elles développent leur plan Sustainability. Pourquoi le géant Amundi a-t-il choisi Nathalie pour rejoindre son board ? C'est ce que j'ai voulu comprendre au cours de cette discussion. Nous reprenons le parcours de cette exec dans la tech et électrique et touchons du doigt les enjeux de durabilité et de données au cœur de toutes les organisations aujourd'hui. Cette expérience riche et variée de Microsoft à Rexel, Nathalie la met désormais au service de sociétés cotées ou non pour apporter son expertise sur des sujets variés au sein des conseils d'administration. Mon intention ici était aussi de donner les clés pour comprendre comment instaurer une bonne gouvernance au sein de son entreprise. Ce sujet, souvent méconnu, mérite qu'on s'y penche un peu. Qu'est-ce que la gouvernance ? À quoi ça sert ? Comment composer son board ? À quoi servent les indépendants ? Comment fonctionne un comité de risque ? Et comment cet organe anticipe les enjeux cruciaux de l'ESG ? Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Bonjour. Hyper heureuse que tu me rejoignes pour faire un épisode un peu différent de ce que je fais d'habitude. Merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à notre audience avant qu'on parle de gouvernance ? Oui, très bien. Bah, écoute, je suis donc Nathalie Wright. On va parler surtout des aspects professionnels de mon profil. Donc en fait, ça fait sauf si tu as des passions exotiques. La menuiserie, par exemple. Ça prendrait un petit peu trop de temps. Donc moi, ça fait 35 ans que je travaille et j'ai passé les 30 premières années de ma carrière en travaillant dans des entreprises technologiques américaines. C'est un peu le hasard qui m'a fait démarrer dans une d'entre elles et puis j'ai continué sur cette voie et j'ai jamais regretté parce qu'on me jugeait sur mes résultats plutôt que sur mon temps de présence. Bon, je referme cette parenthèse. Ouais. J'ai travaillé donc dans des grandes entreprises américaines, des entreprises qui ont disparu, Digital Equipment par exemple, WorldCom, chez un autre opérateur américain AT&T. Et puis j'ai passé du temps chez Microsoft, qui a été un moment assez marquant dans mon parcours, parce que là j'étais patronne des grands comptes et là j'ai vraiment vécu toute cette transformation digitale à un moment où l'entreprise elle-même, Microsoft, se transformait et toutes les grandes entreprises s'embarquaient dans cette aventure. Et puis j'ai passé un peu de temps chez IBM. Et récemment, il y a 6 ans, j'ai décidé que j'avais un peu fait le tour de tout ça et que c'était le moment d'aller chez un client. Et plutôt que de pousser mes solutions et essayer de convaincre les clients de les acheter, c'était intéressant d'être de l'autre côté de la table et puis de prendre à bras le corps la transformation digitale d'un groupe. Donc ce groupe, c'est Rexel, donc un distributeur, un des leaders mondiaux de la distribution de matériel électrique. Et dans la distribution, le digital a un rôle absolument fondamental à jouer. Ouais. Et donc j'ai fait ce changement pour porter cette transformation et 2 ans plus tard, j'ai pris en plus de cette transformation digitale, la responsabilité du plan Sustainability du groupe Rexel. Évidemment, distributeur de matériel électrique, c'est un peu cœur du réacteur, donc c'est le cas de le dire. Et donc ça a été une expérience intéressante. En parallèle de ça, j'ai depuis 10 ans occupé des fonctions d'administratrice indépendante dans différents conseils d'administration. Donc, j'ai commencé par Solucom, qui est devenu Wavestone. J'ai ensuite embarqué dans l'aventure de Keolis, qui est un opérateur mondial de transport public. J'ai rejoint le conseil de Quadient, qui s'appelait avant Neopost, qui est un des leaders mondiaux de la machine à affranchir. Et puis, plus récemment, donc, j'ai quitté Rexel et j'ai rejoint le conseil d'Amundi. Voilà. Donc, asset manager. Donc, c'est le lien que j'ai. Voilà. Donc, on en parlera un petit peu. Oui. Donc, une belle aventure. Superbe. Alors, moi, j'étais intéressée. En fait, c'est à l'issue d'une discussion que j'ai eue avec Rachel Delacour qu'on a été mise en contact parce qu'elle m'avait décrit un petit peu, en bref, ton parcours et notamment tout ce qui concernait la donnée et la durabilité dans un groupe comme Rexel. J'aurais aimé, avant qu'on parle de gouvernance, que tu reviennes sur ces leçons que tu as apprises pour distiller au sein du groupe ces sujets-là qui sont fondamentaux. Comment tu t'y es prise ? Comment tu as
embarqué tout le COMEX avec toi, le board. Est-ce que ça a été une campagne en interne? Est-ce que tu pourrais rentrer un petit peu plus en détail sur ces sujets-là? Alors, je vais commencer par la donnée. Effectivement, quand on est distributeur, on est entre le client, le fournisseur, et on est submergé de données, données produits, données de transactions, données qui permettent d'être claires sur le moment où le produit va être distribué, etc. Donc, c'est vraiment au cœur à la fois de la transformation digitale, parce que ça permet de développer tout un tas de solutions, d'algorithmes pour améliorer l'efficacité de nos activités, mais c'est aussi au cœur de cette transformation durable, puisque effectivement, on a besoin de toutes ces données pour pouvoir être pertinent dans la façon dont on va proposer les produits à nos clients. Donc c'était vraiment un maillon, je dirais, à la frontière ou à l'intersection de mes deux activités. Alors, quand on parle de développement durable dans un groupe comme Rexel, la chance qu'on a, c'est que c'est quand même, comme je le disais tout à l'heure, un sujet cœur du business, puisqu'effectivement, on vend des produits qui sont vecteurs d'efficacité énergétique. Donc ça, c'est quand même très important. En revanche, quand on est dans un groupe qui compte à peu près 30 000 personnes réparties dans le monde, dans tout un tas de géographies, et puis qui ont des missions, des jobs qui peuvent aller de la personne qui est au centre logistique jusqu'au data scientist qui va développer les algorithmes. Donc une très grande diversité de profils. Tout le monde n'est pas exposé de la même façon à cet enjeu-là. Mmh. Alors moi, quand j'ai pris le job, j'ai fait 3 choses. La première chose, c'est que j'ai déployé une formation qu'on a fait sur la solution qui s'appelle l'AXA Climate School, qui de façon à ce que tous les collaborateurs du groupe voient des vidéos qui leur expliquent le changement climatique. Qu'on soit tous au moins informés, et des vidéos très bien faites, 5 minutes, sympas, qui ont permis à tout le monde de comprendre c'est quoi l'enjeu, pourquoi on s'intéresse à ça. Ouais. Voilà. Deuxième sujet, c'était plutôt de travailler sur l'aspect un peu émotionnel du sujet. Il y a le 22 avril chaque année, la journée de la Terre. Donc on a lancé une grande campagne où sur le principe que chaque collaborateur peut faire quelque chose pour contribuer à ce que la planète puisse un peu mieux fonctionner. Et donc, on a lancé cette grande campagne, journée de la Terre partout dans le monde, et ça a été incroyable. Les gens ont fait des tas de trucs. Certains ont planté des arbres, d'autres ont vendu des produits, d'autres sont allés faire du vélo, sont tous venus en vélo pour travailler ce jour-là. Enfin, mais ils ont tous fait quelque chose, et donc chacun a réfléchi qu'est-ce que je peux faire moi. Donc ça, c'était, je dirais, l'aspect un peu émotionnel du dispositif. Et le troisième, qui est moins émotionnel, mais qui est un peu plus, qui est très pragmatique, c'est des KPI. On a choisi quelques solutions qui étaient les solutions phares du déploiement de la stratégie, déployées dans tous les pays, et on mesure. Et là, on revient à la data. Ouais. Parce que il faut mesurer. Il faut mesurer l'impact, il faut mesurer le succès des opérations qu'on peut mener. Donc, Top. Alors, en termes d'outils, quel genre d'outils tu déploies dans des groupes comme cela? Parce que ça touche, en fait, toutes les fonctions de Rexel. C'est extrêmement transverse. Alors, en fait, au départ, je pense que les outils, et Rachel pourra en parler mieux que moi, y a vraiment des outils qui sont en train d'émerger parce que il va finalement qu'on soit dans la situation que l'extra-financier soit mesuré avec le même niveau de rigueur que le financier. Donc, les outils dont on dispose ne sont pas forcément tous adaptés à cet enjeu-là. Dans une première phase, on a été un peu plus, raisonnable dans les investissements et dans ce qu'on pouvait mobiliser. On a utilisé les outils assez classiques de reporting. Et l'enjeu, c'était pas tant les outils dans une première phase que de s'assurer que dans chaque pays, il y a des gens qui reportent les données dont on a besoin. Mais avec l'arrivée de la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, oui. On va être obligé de muscler un peu le jeu là, parce que ça va être audité, c'est auditable, et c'est une bonne chose. Alors ça peut être vu comme une contrainte, mais je pense que ça va nous aider à comprendre où sont les leviers et les activer de façon plus efficace. Mais on aura besoin d'outils plus performants dans ce contexte. Top. Alors, tu n'as pas du tout parlé de la campagne en interne, parce qu'on sait tous que quand on est en comité de direction, on est en contact avec le board. Est-ce que tu pourrais également, si c'est possible bien sûr, reprendre peut-être des moments où tu as senti qu'en fait, dans les équipes dirigeantes du groupe, il y avait vraiment une prise de conscience très très forte sur les sujets. Et voilà, Rexel, c'est vraiment absolument nécessaire, mais je pense qu'il y a quand même des décisions qui sont importantes et qui marquent. À toi de me dire, des boards, est-ce qu'il y a des moments spécifiques dont tu te souviens? Alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est que les stimuli vient aussi du fait qu'il est maintenant de plus en plus regardé par les parties prenantes, à commencer par les banquiers, les investisseurs,
les membres du conseil d'administration, etc., sur la valorisation de l'entreprise, la bonne gouvernance qui est mise en place sur ces sujets de sustainability. Donc, est-ce qu'il y a un comité? Est-ce que c'est revu régulièrement? Est-ce qu'il y a des KPI? Est-ce que la rémunération du dirigeant est bien alignée sur ses objectifs, etc. Donc ça, c'est, je dirais, une forcing function qui vient un peu de cet enjeu de régulation qui est plutôt positif. Ouais. Après, c'est toujours mieux quand on a un CEO, ce qui était mon cas, qui était très, très engagé sur le sujet. Ça simplifie les choses. Et il faut effectivement, quand on présente au conseil d'administration le plan, parce que le conseil d'administration me demande à le revoir régulièrement, qu'on essaie d'être pertinent sur la façon dont on aligne les parties prenantes. Parce qu'il y a le E de l'environnement, mais il y a aussi le S. Il faut aussi pas oublier les employés, l'ensemble de ces parties prenantes. Et moi, ma recommandation, c'est d'être aligné avec la stratégie autant que possible, de pouvoir choisir ses batailles et de commencer par des sujets qui ne vont pas être que augmenter les coûts sans avoir des bénéfices business, par exemple. Il faut essayer d'être assez pertinent dans la façon dont on peut choisir les premières batailles sur lesquelles on va s'engager. Et il faut bien communiquer. Et avoir une bonne communication vers les employés, vers les parties prenantes, dans le cas d'un distributeur, vers ses fournisseurs, parce qu'on est dans une chaîne de valeur, vers ses clients. Et ça demande un effort particulier. Et est-ce que tu as d'humilité en interne ? Je veux que tu en viennes à c'était compliqué, j'ai dû convaincre. Non, mais bien sûr. Non, mais parce qu'en fait, un des sujets, c'est que les patrons de pays. Pas de langue de bois. Hein. Non, mais les patrons de pays. Alors déjà, moi, j'étais venue avec on fait la transformation digitale. Donc déjà, c'est un peu pénible. En plus, les gens ont peur de perdre leur job. Faut changer des process, faut changer tout un tas de trucs. Et j'arrive, maintenant, bonne nouvelle, on va aussi s'embarquer dans un certain nombre de solutions qui vont porter les enjeux de sustainability du groupe. Donc honnêtement, tout le monde m'a pas accueilli les bras ouverts. Alors ça dépend des. Et là, c'est pour ça que j'ai travaillé un peu sur l'émotion, parce que c'est très très différent d'un individu à l'autre. Et c'est pas une question d'être dans un pays ou dans un autre. Il y a des sensibilités qui sont différentes. Donc pour certains, on appuie plus sur les KPI en disant écoute, t'es pas bon, il faudrait que tu y ailles. Par exemple, il y en avait qui étaient super en retard sur la formation des collaborateurs. À Comex, on est venu sur le sujet et puis j'ai montré mon beau petit chart en disant je comprends pas, il y en a un qui a 80% et l'autre il a même pas démarré. Celui qui avait pas démarré s'est pris une cartouche et puis petit côté aux fesses. Et puis d'un seul coup, il a trouvé les solutions pour démarrer quoi. Bien sûr. Ouais. Et donc c'est un peu comme ça que ça se passe, mais en étant très clair sur les batailles qu'on choisit, comment on les mesure et en embarquant par le terrain. Parce que je pense que autant la transformation digitale, le terrain est toujours un peu angoissé. Autant on a un vrai vecteur positif à activer qui est le fait que les collaborateurs, pour leur grande majorité, sont concernés et veulent faire quelque chose, quoi. Donc si on leur explique bien. Top. Alors, merci beaucoup d'avoir d'avoir fait cette grosse introduction issue de toute ton expérience. Alors, ce qui m'avait motivé en plus pour t'inviter sur le podcast, c'est aussi parce que tu disais, au conseil d'administration d'Amundi comme directeur indépendant. Donc, j'aurais aimé qu'on parle peut-être plus de gouvernance. C'est un sujet que moi, je trouve très important forcément, parce que j'ai aussi des positions de directeur indépendant et je vois à quel point une gouvernance qui est bien exécutée, c'est critique pour des boîtes, que ce soit des petites structures, des petites startups, comme dans des grands groupes. Moi, j'aurais aimé que tu nous donnes un petit peu ton point de vue sur qu'est-ce que c'est que pour toi la gouvernance, et c'est quoi l'intérêt d'avoir une gouvernance qui soit bien orchestrée. Alors, la gouvernance, c'est vrai que ça peut être un grand mot et un concept. En fait, ça s'appuie sur la nécessité qu'il faut avoir une stratégie, d'un côté, et de l'autre côté, un plan d'exécution. Alors certains disent c'est 5% de stratégie et 95% d'exécution. C'est un peu ça, c'est vrai, la réalité de la façon dont on opère. Et donc, ça suppose d'avoir des organes de direction qui soient bien alignés sur la vision moyen terme, sur les zones d'exécution prioritaires, sur comment tout ça va bénéficier à l'ensemble des parties prenantes. Et puis aussi avoir une bonne gouvernance pour s'assurer que tout ça est fait de façon compliant et contrôlée. Parce que, on n'entend pas tous les jours des scandales, mais ça fait partie aussi d'une gouvernance bien orchestrée de pouvoir regarder tous ces sujets-là. Et donc, effectivement, le rôle du comité exécutif, qui lui est, comme son nom l'indique, est dans l'exécution du plan, oui. Mais le rôle de ces conseils d'administration ou conseils de surveillance, c'est bien sûr d'aider à la définition de cette stratégie et puis de la valider même dans un certain nombre de situations, de s'assurer que les points de contrôle, aussi bien sur la rémunération, l'audit des chiffres, etc., sont bien en place. Et puis, au travers de l'expertise des différents membres de ce conseil d'administration, qui ne sont pas exécutifs, qui ne sont pas dans l'exécution opérationnelle, de pouvoir
pouvoir apporter leur contribution parce qu'ils ont de l'expérience, parce qu'ils ont des expertises dans certains domaines et de soutenir le comité exécutif dans l'exécution de son plan. Donc, comment est-ce que, de ton expérience, qu'est-ce qu'un board efficace ? C'est-à-dire que si tu penses, moi, les gens ont en tête les conseils d'administration, des réunions une fois par trimestre, voilà. C'est quelque chose d'assez, statique comme vision des choses. Alors qu'en réalité, la vie de l'entreprise, elle évolue tout au cours de l'année et les membres du board ont souvent des interactions les uns avec les autres, avec le CEO, etc. Qu'est-ce qui fait qu'un board fonctionne de façon efficace, de ton point de vue ? Alors, je pense que déjà, la composition du board est importante. La composition du board est importante, c'est-à-dire qu'on ait bien les expertises nécessaires à l'exécution de ce board qui soient bien représentées. Donc ça, c'est le premier sujet. Le chairman, comme dans toute organisation, a son rôle, parce que c'est quand même le chef d'orchestre en chef qui va faire en sorte, dans la façon dont les agendas sont calés, dans la façon dont il va de temps en temps mobiliser certaines expertises, parce qu'il va y avoir un sujet qu'il va être nécessaire de creuser dans un comité ad hoc, qui va ensuite être reporté au conseil. Donc ce rôle de chef d'orchestre est important. Et puis, je pense qu'il y a aussi un board qui fonctionne bien, c'est aussi une bonne cohésion entre les membres du board d'une part, c'est-à-dire qu'on est tous là pour accompagner, on représente les actionnaires, déjà, c'est quand même ça notre responsabilité, c'est pas anecdotique, et on est là ensemble pour aider l'entreprise. Enfin, c'est pas un board où on vient parce que statutairement, ça fait très chic sur la carte de visite. Non, c'est pas ça. On est là pour accompagner, aider une entreprise dans son projet, et on est là pour faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Et je pense qu'il y a aussi un board qui fonctionne bien, c'est une bonne relation avec le comité exécutif. Ouais. Et qui commence par l'alignement stratégique. Parce que si un veut faire, je sais pas, que de l'acquisition, et puis que le board pense que non, parce que pour répondre aux enjeux de l'investisseur majoritaire, non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Là, on part mal, quoi. Ouais, donc, il faut s'assurer de cet alignement. Alors, il y a la notion de complémentarité. Moi, ce que je vois, et dans les bonnes pratiques que j'ai, c'est aussi toujours cette adaptation face aux besoins de l'entreprise. Et suivant la taille, alors c'est particulièrement le cas pour des jeunes entreprises, des startups, où au départ, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un board. Vraiment, as such, ça va plutôt alourdir l'organisation. Mais plus la boîte grandit, plus elle a besoin d'être bien conseillée dans sa stratégie et de adroitement changer les board members. Et c'est pas forcément toujours fait, ou très rarement, j'ai envie de dire, fait, alors qu'en réalité, c'est absolument nécessaire, parce que t'as pas besoin des mêmes personnes autour de la table quand la boîte a 100 personnes et quand elle en a 10 000. Absolument. Non, je pense que ça, c'est effectivement, on n'est pas installé là. Et d'ailleurs, une bonne gouvernance, nos mandats doivent être renouvelés selon une fréquence qui est bien définie. Et je pense et c'est d'ailleurs la responsabilité du comité des nominations de s'assurer que régulièrement tous ces sujets-là sont revisités, et donc dans les boards de boîte cotée, on est sur une fréquence, je sais pas, 2-3 ans, ça dépend. On est audité par un cabinet extérieur qui nous interroge tous pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on apporte, comment ça fonctionne. Donc effectivement, dans des entreprises un peu installées, ce processus-là est bien organisé. Et ce que tu dis est intéressant dans un contexte où, honnêtement, aujourd'hui, les entreprises fixent des stratégies long terme, mais il se passe tellement de choses. Enfin, je veux dire, on est quand même entre le Covid, l'inflation, l'arrivée de l'IA générative, etc. Enfin, les guerres, malheureusement. Enfin, il se passe tellement de choses que on est quand même dans une accélération des transformations qui impactent ces organisations. Donc, il faut être agile. Ouais. Alors, on parle dans les boards d'un sujet qu'on connaît bien toutes les deux, forcément. C'est le sujet des indépendants. Alors, on va peut-être enfoncer une porte ouverte, mais pour toi, c'est quoi l'utilité d'un directeur ou d'une directrice indépendante ? À quoi ça sert ? Alors, indépendant, c'est d'être indépendant, d'avoir sa voix. Merci. Oui. Sa voix. Non, mais en fait, et de pas être sous influence d'un actionnaire plutôt qu'un autre. Ouais. Parce que c'est quand même ça le principal élément à prendre en compte. Et je pense que ça permet aussi d'avoir un collectif qui apporte ses expertises spécifiques. Ouais. De par son expérience, si je prends mon exemple, moi, on est venu me chercher dans des boards pour mon expertise spécifique dans le digital, dans la data, dans l'IT. Et c'est ce qui fait que j'apporte ma contribution. Donc j'ai une vue, mon expérience assez large me permet d'intervenir à peu près sur tous les sujets. Ouais. Mais quand, par exemple, on voit le plan cybersécurité, ce qui nous arrive une fois par an dans chacun des conseils d'administration, c'est quand même un peu moi qui vais passer du temps avant avec le CIO et de savoir quelles sont les bonnes questions à poser
lors du conseil d'administration, parce que mes collègues du conseil d'administration n'ont pas forcément l'expertise qui leur permet de le faire. Alors, dernière question sur les indépendants. Est-ce que tu penses que c'est plus efficace d'en avoir 2 ? Moi, je vois la différence quand tu es 2 indépendants sur un board et 1 indépendant. Ah oui, moi, dans tous les boards dans lesquels je suis, il y en a même plus que 2. Ouais. Je pense que oui. Oui, mais encore une fois, parce que si dans un board, on a... tout dépend comment est composé l'actionnariat de l'entreprise concernée. Ouais. Parce que moi, j'ai des expériences différentes quand l'actionnaire principal est à la table et quand l'actionnaire principal n'est pas à la table puisque c'est trop parcellaire et c'est pas le cas. Et là, les indépendants sont beaucoup plus nombreux. Donc en fait, c'est une articulation assez intéressante à observer. En tout cas, quand on rentre dans un board, c'est bien d'avoir bien compris ça. C'est et clair. je pense parce qu'on ne fait pas le job exactement de la même façon. Top. Alors, avant de parler d'Amundi, j'aurais aimé que tu reviennes sur une expérience que tu m'avais glissée la dernière fois qu'on s'est parlé, avec une position, je trouve, intéressante, parce que tu parlais tout à l'heure du soutien des discussions que tu as avec le CIO sur la cybersécurité. De quelle manière, moi je sais que je le fais, mais il y a un côté parfois advisor dans l'indépendant. Oui, c'est vrai. Et moi, il y a un sujet sur lequel j'ai développé beaucoup d'expertise et d'expérience, c'est go-to-market, déploiement d'organisations commerciales, directes, indirectes, etc. Et il est arrivé assez récemment qu'en discutant avec un CEO, il me dit je me pose pas mal de questions sur ce sujet-là. Je sais pas. Et là, très volontiers, c'est aller sur le terrain, regarder et lui donner. Non pas faire à sa place, évidemment, mais lui donner juste mon retour, mon observation, et puis l'aider dans sa réflexion pour envisager la suite. Parfait, merci beaucoup. Alors maintenant, si on se focalise sur Amundi, que je pense tous les auditeurs connaissent, qui est un asset manager, le premier asset manager en Europe, Absolument. Sur les actifs cotés. Toi, tu es membre du comité de risque. Comment tu décrirais ce rôle dans un comité de risque ? C'est un peu particulier et je pense intéressant que tu nous expliques peut-être plus en détail ce que c'est qu'un comité de risque. C'est un comité spécialisé du conseil d'administration. À quoi il sert ? Oui, alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que moi, quand j'ai été approché par Amundi, évidemment, je n'ai pas d'expérience dans l'asset management. Et donc, une des raisons, c'est dans les risques identifiés par Amundi, il y a un risque important qui est le risque lié aux plateformes informatiques, cybersécurité, etc. Parce qu'ils ont une grosse plateforme software qui s'appelle Amundi Technologies, qui fournit des solutions utilisées en interne, mais aussi vendues à des clients. Que j'ai eu sur mon podcast d'ailleurs. Qui sont vraiment très, très, très... je veux dire, un élément de la stratégie de l'entreprise. Donc c'est un sujet qui est clé, qu'il est clé d'analyser, de couvrir, etc. Donc c'est par ce biais-là que je suis d'abord d'une part rentré au conseil d'Amundi et puis sur lequel je peux intervenir de façon très spécifique. Après, le comité des risques, c'est en tant qu'établissement financier, la réglementation. Enfin moi, un de mes éléments de surprise quand je suis arrivé dans ce comité, c'est la puissance de la réglementation bancaire. Ouais. Et donc le premier risque, c'est comment une entreprise comme Amundi est en situation de pouvoir répondre à tout cela. Ça se passe très bien d'ailleurs, mais vraiment c'est assez. Mais ça demande une sophistication dans la revue de tous ces sujets-là et qui justifie qu'il y ait un comité qui regarde ça. Alors à la fois les aspects réglementaires, ça peut être des aspects de réputation, c'est des aspects de risques liés aux opérations. Et là, donc c'est dans ce cadre-là que rentre Amundi Technologies. Donc voilà, c'est ce comité qui doit revoir cela sur une base trimestrielle et qui en fait le rapport au conseil quand nous réunissons ensuite. Alors, dans les risques qu'on identifie de plus en plus, il y a les risques liés à l'ESG. Oui. Comment est-ce que tu vois les pratiques évoluer ? Alors, tu as rejoint il n'y a pas longtemps, mais j'imagine que quand même, tu as eu une accélération en termes de connaissances sur ces sujets-là. Comment est-ce que les pratiques évoluent, notamment sur le suivi de ces risques-là, puisque c'est des risques qui vont réellement impacter même les performances des fonds. Donc, comment est-ce que vous prenez ce sujet-là ? Bon, premièrement, Amundi, parmi ses pairs, a vraiment investi le sujet. Ils ont un plan C on Climate qui d'ailleurs est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. Donc c'est ce qui est très avancé par rapport à la plupart des organisations de ce type et qui suppose de regarder parmi les critères qui apprécient la performance de l'entreprise actuelle et future, les éléments liés à ESG. Et moi, il y a notamment un des indicateurs qui est dans leur plan C on Climate que je trouve très intéressant, c'est leur engagement d'accompagner 1000 entreprises par an pour qu'elles développent leur plan Sustainability.
Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise, ne pas avoir une bonne compréhension des enjeux climatiques, de l'impact potentiel de ces enjeux climatiques sur les opérations, et pas dans 10 ans, dès maintenant. Clairement. Ça a un impact sur la valorisation de la boîte, sur sa performance à venir, etc. Donc c'est vraiment les sujets, le prisme selon lequel ils regardent ces sujets-là. Et avec un outil, et je reviens à Amundi Technologies, il y a une brique de Amundi Technologies qui est concentrée sur Sustainable Solutions, et donc pour pouvoir justement monitorer, parce qu'il y a énormément de data. Enfin, les entreprises cotées, elles reportent que ce soit SBTI, CDC, enfin toutes les agences de rating, elles reportent énormément de données. Donc consolider toute cette donnée, on revient à la donnée qui était notre sujet de départ. Ouais. Consolider toute cette donnée pour pouvoir apprécier la trajectoire ESG de ces entreprises et pouvoir prendre des positions en étant confiant ou pas confiant sur leur rentabilité future, ça fait partie des enjeux, et qui sont d'ailleurs outillés par ces solutions qui sont développées par Amundi, sans lesquelles ça serait difficile pour un asset manager, pour un gestionnaire de fonds de pouvoir lui-même apprécier ça. Ouais. J'avais touché ce sujet du doigt avec le CEO de Mirova il y a 2 ans, je crois, sur le podcast. Donc Mirova, ça fait partie de l'ADN de la société de gestion, alors que Amundi, on est sur un incumbent qui est là depuis très longtemps, qui a des pratiques vraiment bien installées. Comment est-ce que tu sens que les choses changent dans les équipes de gérants notamment, sur la prise en compte de cet impact sur les performances des portefeuilles ? Comment est-ce que vous accompagnez au niveau des conseils ce changement de paradigme, j'ai envie de dire ? Disons que déjà, premièrement, c'est porté au plus haut niveau. Et c'est un sujet dont on parle à chaque conseil. Donc ça, c'est rassurant. C'est quand même, je trouve, un indicateur important. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de communication. C'est un sujet qui est outillé dans l'entreprise pour que chacun puisse se l'approprier. Donc oui, c'est sérieux. C'est suivi. C'est suivi. Parfait. Alors, si un dirigeant nous écoute, comment est-ce que tu penses qu'il pourrait améliorer la gouvernance de son entreprise ? C'est le conseil de la fin. Waouh ! Premièrement, il faut qu'il pose une vision claire sur où est-ce qu'il veut arriver et quels sont, je dirais, les milestones ou les étapes critiques. Parce que je pense que le premier sujet d'une gouvernance bien articulée, c'est que tout le monde sache où on en est, où est-ce qu'on va, et quelles sont les étapes à franchir. Et ensuite, je pense que c'est de choisir ses batailles et les expliquer clairement à toutes les parties prenantes. Parce que moi, le constat que je peux faire, c'est que parfois, il y a un agenda qui est pas aligné, et là, tout le monde court un peu dans tous les sens, et finalement, on n'avance pas. Et le troisième conseil, c'est vraiment de considérer le sujet ESG avec un peu plus d'attention. Parce que encore une fois, c'est pas parce que c'est une mode, c'est pas parce que d'un seul coup on s'est réveillé en se disant il faut sauver la planète. D'ailleurs, la planète elle va s'en sortir très bien, c'est juste nous qui allons avoir quelques problèmes. Il suffit juste qu'on parte. Voilà. Mais quand on regarde et quand on observe aujourd'hui, moi ce que j'ai fait dans un de mes conseils, on a revu l'exposition au risque climatique. C'est une proportion non négligeable de l'activité qui peut être mise en difficulté. Oui. Et donc je pense qu'il faut vraiment regarder ce sujet-là, pas comme accessoire, mais comme fondamental. Comme fondamental. Ouais. Ouais. Alors, on se quitte toujours sur mon podcast sur une recommandation. Donc, qu'est-ce que tu nous recommandes comme ouvrage avant qu'on se quitte ? Alors, c'est pas forcément un ouvrage. Ça revient un peu à mon conseil. Je pense que les entreprises qui n'ont pas encore fait Climate Fresque, la fresque du climat, là, avec leur board ou avec leur conseil, qui n'ont pas aligné, par exemple, leur conseil d'administration sur un sujet comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, dans un des conseils. J'ai un peu poussé pour que ça se fasse parce que tout le monde ne voyait pas le sujet de la même façon. Ouais. C'est assez puissant, la fresque climat. Et donc, c'est pas forcément un bouquin à lire, mais un truc à faire. Super. Merci beaucoup d'être venu sur FinScale. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.